Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Athletic Run. Pour cette nouvelle session podcast Athletic Run, c'est Jean-Philippe Allaire qu'on reçoit. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Greg. Ça va? La patate? La patate, un peu mouillée, mais ça va. Bon, bah, ça va, parce qu'il pleut un peu aujourd'hui lors de ce tournage du podcast. Et puis on reçoit Sylvain qui, lui, n'est pas dépaysé, il vient tout juste d'Irlande. Comment ça va Sylvain? Ça va, ça va bien. Aussi, la forme à fond? Ça va. Ça va? Parce qu'il va en falloir de la forme pour ce podcast, puisqu'aujourd'hui on va parler des courses les plus dures du monde. Alors Sylvain, quelles sont les courses les plus dures du monde? Ah, ça c'est une vaste question. D'ailleurs on avait tenté de l'aborder il y a pas longtemps sur un article du blog Athletic Run, où j'avais proposé 5 ou 6 courses parmi les plus dures du monde. Évidemment, il y a eu pas mal de réactions, avec toujours des gens qui disent « Bah non, celle-là non, t'as oublié celle-là, etc. » Alors bon, c'est des réactions classiques, parce que finalement, la liste pourrait être très longue. J'ai aussi également collaboré à un autre article sur l'équipe il y a pas longtemps, qui classait les courses par étapes les plus dures du monde. Là, il y avait une sélection d'une quinzaine de courses à peu près. Donc bon, la question est compliquée et facile à la fois, puisque bon, souvent on a tendance à parler des courses les plus dures du monde avec celles qui sont les plus longues dans les conditions les plus difficiles. Alors après, effectivement, dire là ou lesquelles sont les plus dures, c'est un petit peu compliqué. Mais dans ces réactions-là, il y a eu beaucoup de réactions qui m'ont dit mais que fait le Marathon des Sables dans cette liste? Parce que bon, évidemment, moi je l'avais mis dans la liste, même pas en premier, mais enfin typiquement quand on parle des courses les plus dures du monde, c'est quand même une épreuve qui revient souvent, quoi. Ouais. Alors le Marathon des Sables, c'est quand même 250 km, 6 étapes et des températures qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés quand même. Oui, et puis alors surtout, en fait, ces réactions, ces critiques, même si elles sont compréhensibles, sur le Marathon des Sables, à mon avis, elles ne sont pas justifiées. Certes, il y a des épreuves qui sont sans doute beaucoup plus dures que le Marathon des Sables maintenant, mais c'est quand même le Marathon des Sables qui a un peu lancé le concept de la course la plus dure du monde. C'était un peu leur argument de vente, on va dire, et puis c'est aussi comme ça que la légende de cette épreuve s'est construite, puisque finalement, avant le Marathon des Sables, il n'y avait pas vraiment de course qui se déclarait ouvertement la course la plus dure du monde, celle où il faut être très fort pour la terminer. Alors avec peut-être un peu dans le triathlon les Ironman, mais typiquement le Marathon des Sables, ça a été la première épreuve à se revendiquer ainsi. Alors je sais pas plus exactement si c'est les organisateurs qui l'ont intitulé comme ça ou si c'est une expression journalistique. Je crois que c'est plutôt des journalistes d'ailleurs qui l'ont inventé, mais bon, ça a été vite repris à leur compte par les organisateurs, et c'est comme ça que la course a construit sa légende. Oui, ça permettait de faire vendre un peu les articles et les journaux. Les journalistes ont bien trouvé le titre pour faire vendre. Ouais, voilà. Et puis bon, c'est aussi ce qui a pu attirer évidemment un grand nombre de coureurs. Alors après, c'est toujours un peu paradoxal de penser que la course la plus dure du monde attire beaucoup de monde. Effectivement, le Marathon des Sables, c'est plus de 1200 coureurs cette année. Donc c'est la plus dure du monde, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont capables de la terminer. Donc tout est relatif. Mais c'est vrai qu'avant le Marathon des Sables, bon, il y avait moins d'épreuves. Alors évidemment, on pouvait parler de la course la plus dure du monde. Pendant très longtemps, ça a été le marathon finalement, puisque dans l'imaginaire collectif, il y a eu toutes les grandes défaillances aux Jeux Olympiques. Tous des arrivées assez fantastiques, voilà, et parfois un peu déplorables par rapport à la condition humaine complètement qu'on pouvait constater, mais c'était même dans les gens qui étaient capables de remporter le marathon olympique. On se souvient en 1948, il y a une très belle vidéo d'ailleurs du comité olympique qui est disponible avec des images de qualité. Il y a le Belge Étienne Gailly qui arrive en tête en fait sur le stade et qui titube pendant 400 mètres, donc il se fait doubler par deux autres coureurs sur le stade. Il arrive quand même à préserver sa médaille de bronze, mais voilà, c'était des images très fortes qui marquaient l'imaginaire collectif et l'imaginaire sportif de l'époque. Donc c'est vrai que pendant longtemps, l'épreuve athlétique considérée la plus dure, et donc du coup la course la plus dure, ça restait le marathon. Donc bon, c'est vrai que c'était 42 km 195, alors
Maintenant, il y a des millions de gens à travers le monde qui bouclent un marathon, donc pas forcément dans les temps des marathoniens olympiques. Donc, on est même assez loin en général. Assez loin. Le double, parfois le triple, le quadruple. Ouais, et l'intensité de l'effort, du coup, est différente, ce qui rend parfois l'épreuve un peu moins tragique et moins spectaculaire sur le plan des défaillances. Mais voilà, ça a été longtemps ça. Alors bien sûr, il y avait des courses, des ultramarathons qui existent depuis longtemps. Hein. Les Comrades en Afrique du Sud, ça fait 89 km, ça existe aussi depuis le début du XXe siècle. Mais c'était assez peu connu. Donc en dehors de l'Afrique du Sud, il y avait London to Brighton, qui est une course de 65 km, qui est également... organisé depuis les années 20, tout ça. Donc il y avait des courses plus longues que le marathon, mais qui n'étaient pas forcément aussi connues que ça. En France, il y avait... alors là, c'était de la marche, mais c'était une épreuve qui était très populaire, qui faisait quand même aussi même les couvertures des journaux sportifs, des miroirs des sports, etc. dans les années 50. Et Paris-Colmar. Donc bon, Paris-Colmar, c'est 510 km à la marche. Uniquement en marche. Uniquement en marche, ouais. Là, il y a un règlement précis, il faut marcher. Bon, c'est de la marche athlétique, même si, bon, je crois que sur Paris-Colmar, ils sont un peu moins exigeants au niveau de la pure technique de marche que sur des épreuves plus courtes. En général, c'est quand même des bonnes moyennes, hein. Les meilleurs arrivent à tenir des moyennes de l'ordre de 7 à 8 km/h. Voilà, mais c'est une épreuve qui était dans l'imaginaire aussi, en France en tout cas, qui était connue, qui attirait un peu les foules, mais par contre ça concernait très très peu de concurrents, c'est-à-dire que c'était réservé vraiment à une élite, à des marcheurs très entraînés qui devaient quand même présenter des temps de qualification très élevés, voilà, donc il y avait quand même, c'était effectivement un peu à part, c'était sans doute considéré comme la course la plus dure du monde, même si c'était de la marche, mais voilà, ça restait quand même de l'ordre de l'élite et de quelque chose d'un petit peu exceptionnel et intimiste aussi, avec le nombre de concurrents que ça pouvait concerner. Donc voilà, après c'est une épreuve qui est un petit peu tombée en désuétude avec l'apparition aussi des grandes épreuves hors stade. Donc bon, c'est vrai qu'elle avait disparu, elle a repris cette année, elle a eu lieu. Mais bon, il y a toujours assez peu de concurrents, une quinzaine au départ et puis 5 ou 6 à l'arrivée. C'est toujours aussi dur, mais c'est vrai que maintenant, bon, on est passé à un autre ère de la course la plus dure du monde, puisque c'est vrai qu'après le MDS, qui était quand même une des premières grandes épreuves de course lointaine dans le désert, par étapes, etc. Après, il y a pas mal de choses qui sont créées. Il y a quand même eu aussi l'apparition des ultra-trails, qui a évidemment changé encore la donne, qui est plus récente, puisque bon, même s'il y avait des épreuves avant, la popularisation de l'ultra-trail, ça date quand même de 2003 avec l'apparition de l'UTMB, qui, elle aussi, l'UTMB s'est aussi revendiquée la course la plus dure du monde pendant quelques années. Alors paradoxalement aussi, d'ailleurs, il y avait le double slogan la plus dure du monde, accessible à tous. Donc c'était un petit peu curieux dans le propos, mais voilà. Alors après, c'est pareil, est-ce que sur la liste que j'avais publiée sur Athletic Run, on me dit aussi mais non, l'UTMB c'est facile, etc. Donc voilà, tout est effectivement discutable, mais l'UTMB, comme le Marathon des Sables, reste quand même des courses qui sont emblématiques de cette notion de plus dur du monde, même si elles sont contestables. L'UTMB, c'est également quand même 170 km maintenant, c'était 160 au départ, pratiquement 10 000 mètres de dénivelé. Bon, même si c'est peut-être pas des terrains aussi extrêmes que ce qu'on trouve maintenant sur d'autres courses, ça reste quand même une sacrée bavande, quoi. Ça reste assez long et avec un dénivelé assez important. Alors en 74, il y a une autre course qui apparaît, c'est les 100 km de Millau. Ouais, alors là, typiquement, voilà, c'est un peu les courses qui ont aussi commencé à changer la donne par rapport au marathon. Alors le 100 km de Millau, lui, c'est peut-être moins revendiqué comme la plus dure du monde tout de suite, parce que c'était plus dans un côté un peu ouvert à tout le monde, où on pouvait aller à son rythme, etc. Il y a quand même 24 heures aussi
de temps limite, donc ça, voilà, c'était un effort très long, très extrême finalement, mais qui se voulait quand même un peu ouvert à tous, accessible à tous, comme pour l'UTMB. Mais voilà, mais qui a quand même déjà ouvert les digues de justement ces courses où finalement le tour de force c'est déjà de terminer l'épreuve. Ce qui rend, c'est un peu, je pense, le qualificatif essentiel de ces courses les plus longues du monde, parce que les plus rapides les plus dures du monde, parce que justement il suffit plus d'être rapide pour avoir une certaine fierté à vaincre l'épreuve. C'est juste le fait de terminer, de franchir la ligne d'arrivée, à la limite quelle que soit la performance et le temps, qui rend l'exploit accessible, enfin pas accessible, qui rend l'exploit présent. Et également, après le 100 km de Millau, il y a eu des courses plus longues. Il y a eu Millau-Belvez qui s'est créé, ça a duré 3-4 ans, mais enfin c'était 250 km sur route. Il y a eu l'apparition aussi du Spartathlon, pas très longtemps après, qui reste aussi une épreuve un peu mythique comme ça, parce que c'est vrai que là on a évoqué les trails, mais il y a aussi les courses les plus dures du monde sur route. Le Spartathlon, c'est certainement pas facile. En plus, il y a des temps limites qui sont là pour le coup imposés et assez difficiles, comme sur Paris-Colmar aussi d'ailleurs. Il y a la Badwater qui peut être considérée comme une course extrême, parce que il y a des températures monstrueuses. Je crois qu'il y a un record à plus de 56 degrés, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors, pas forcément sur la course, mais à l'endroit du départ de la course, donc Furnace Creek, qui est vraiment l'un des points les plus bas de la planète en altitude, et les plus chauds également. Pour le coup, l'an dernier, j'ai pas fait la course, mais j'étais sur place au moment de la course, et il faisait quand même bien chaud. C'était... un bon endroit pour faire un barbecue, c'est ça ? Voilà, ouais, tout à fait. Apparemment, il y a, parce que mon ami Mohamed Ansal, donc, qui a gagné plusieurs fois le marathon des sables, et était présent. Bon, il a dû abandonner parce qu'il avait mal au genou, mais la température n'avait pas trop gêné sur la Badwater. Il disait ça va. Et il a fait une course en Iran. Il m'a dit que là c'était encore pire, qu'il faisait vraiment 50 et en plein soleil tout le temps. Même lui se demandait cette fois-ci si les organisateurs voulaient pas la peau des concurrents, quoi. Ah ouais. Donc du coup, ça veut dire quoi ? Le marathon des sables, c'est dépassé. Maintenant, c'est quoi la course la plus dure du monde ? C'est vrai que oui, le marathon des sables, l'UTMB, les 100 km de Millau, tout ça semble un peu dépassé. Il y a peut-être une escalade aussi sur des épreuves de plus en plus monstrueuses, quoi, mais après du coup c'est de plus en plus compliqué aussi de déterminer lesquelles sont les plus dures. Moi typiquement, de ce que j'ai pu courir, je dirais que il y en a deux qui se distinguent un peu des autres, par le côté aussi conditions de course, aventure, qui font qu'on est un peu au-delà même de la course pure. Bon, c'est l'Himal Race que j'avais couru en 2010. Cette année, il y a une édition encore plus longue de 1600 km. En 2010, c'était 1000 km. Bon, là, voilà, on est dans des conditions qui sont plutôt celles de l'expédition au long cours, etc. Il faut quasiment mettre de côté l'aspect course, l'aspect compétition, si on veut arriver au bout. Et c'est vrai que c'est des épreuves qui sont vraiment très très difficiles, et avec des conditions très rustiques. Et puis il y en a une autre aussi que j'avais trouvé vraiment très 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 difficile, par les conditions climatiques surtout, par le terrain également, puis la distance qui était quand même très longue, c'était le Trek. Donc, c'est pour ça que Jean-Philippe est là aujourd'hui. Il va nous en parler un peu de sa course. Alors, avant que tu en dises plus, Jean-Philippe, présente-nous un peu ta course, le Trek. C'est quoi cette course ? Alors déjà, je pense que c'est pas la course la plus dure du monde. Ah bon ? Parce que on a longtemps, vous avez bien décrit un petit peu le tableau, l'évolution, et donc je crois que c'est assez difficile de caractériser la course la plus dure du monde. D'abord parce que ça dépend d'un certain nombre de paramètres qui sont spécifiques. Est-ce que c'est du non-stop ? Est-ce que c'est de l'étape ? Est-ce qu'il y a des barrières horaires difficiles ? Quelles sont les conditions climatiques ? Enfin, il y a un certain nombre de paramètres. Donc, ces paramètres étant assez différents à chaque fois, c'est difficile de caractériser la course la plus dure du monde. Par contre, on peut donner des qualificatifs à un certain nombre de courses. Donc effectivement, le Trek,
Ça me semble difficile. Alors, je l'ai jamais couru, pour le coup. Ouais, c'est pour ça, en fait. Mais j'ai pu la reconnaître plusieurs fois. Je suis vraiment avec les coureurs. Et donc, effectivement, selon les conditions climatiques et intrinsèquement, elle est difficile. Elle ne s'improvise pas. On n'arrive pas comme ça en sortant d'un petit entraînement marathon. Alors sinon, le trek, c'est une course, effectivement, elle a le vocable course, puisqu'il y a un classement. Elle a également, c'est aussi un voyage, puisqu'elle se situe dans un pays assez méconnu et que probablement peu de gens ont visité, ce qui est un petit peu normal, qui s'appelle le Tchad, qui est en Afrique centrale. Et puis, elle est donc aussi un petit peu aventure, puisque le nombre de concurrents fait que on est assez seul dans le désert, et puis on doit trouver son chemin tout seul par une autonavigation. Donc c'est un ultra-trail en autonavigation, avec un GPS, avec un GPS. On n'est pas encore sur la course d'orientation, mais on n'a pas de balisage, il n'y a pas de balisage. Exceptionnellement, on en met dans les labyrinthes, puisqu'on passe dans des endroits assez particuliers, et donc dans les labyrinthes, on sécurise un petit peu la chose. Donc la course est difficile, mais on fait en sorte de mettre les coureurs dans une situation quand même de sécurité, et une situation où ils vont pouvoir se débrouiller. On n'a pas cherché le côté aventure et l'extrême aventure en mettant des difficultés supplémentaires à ce qui est déjà difficile de par la distance. Sur les courses les plus dures, finalement, le but c'est de se dépasser, c'est pas de se mettre pour autant en danger. Il y a quand même des notions de sécurité qui sont gardées. Là, je pense que c'est le cas effectivement d'une course comme le trail. Après, j'ai vu d'autres courses où la notion de sécurité était quand même un peu plus contestable et où là, justement, des fois, je me pose quand même un peu la question de savoir si est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire passer une course dans certains endroits. Typiquement en montagne, là où il y a du gaz, où c'est pas large, c'est dangereux, etc. Bon, je veux dire, en randonnée ou à faible vitesse, etc., pourquoi pas, mais après, sur une compétition, il y a des gens qui sont là pour absolument passer, se doubler dans des endroits vraiment délicats, voire dangereux. C'est vrai que moi, la question, je me la suis posé assez souvent dans certaines épreuves de trail. Ouais. Je crois que ça dépend aussi de la philosophie de l'organisateur. Il y a un certain nombre d'organisateurs qui poussent la philosophie de leur organisation à se dire c'est une course difficile, donc je mets en place un minimum de choses pour assister, ou en tout cas pour aider ou sécuriser le coureur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chaque coureur est responsable de sa sécurité, responsable de son autonomie, responsable de sa situation. Alors après, on peut y avoir débat sur quelle est la bonne solution. En tout cas, c'est pas la philosophie du trail, qui reste sur effectivement une course difficile, une course avec une grande autonomie demandée aux coureurs, mais malgré tout, un niveau de sécurité, un niveau de confort vis-à-vis des coureurs qui reste, qui reste acceptable. En tout cas, de par ma vision de coureur, justement, puisque par ailleurs, en tant qu'organisateur de trek, j'en fais par ailleurs pas mal également tout autour du monde. Et donc le profil de coureur sur le trail, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques Ah, pas du tout, non. Le profil de la personne qui vient au trek, c'est un trailer. Ça peut être un trailer plus néophyte, dans la mesure où il y a 3 distances. Il y a un 180 km, c'est la course que Sylvain a fait 2 fois. C'est celle-ci qui est effectivement le Graal et qui est la course la plus difficile que l'on organise. Mais il y a aussi un 90 km et un 45 km. Le 45 km, j'ai coutume de dire, il est accessible à quelqu'un qui a déjà fait des semi-marathons et qui a un niveau d'endurance spécifiquement travaillé. Le 90 km, il est accessible à quelqu'un qui a fait un marathon ou qui a fait des trails courts de 40 km et sur lequel il va justement pouvoir se dépasser, et pour lesquels il aura travaillé, préparé spécifiquement son endurance et son matériel. Et puis la partie navigation. Et puis le 180 km, il est accessible à ceux qui ont déjà un minimum d'expérience en ultra-trail. Oui, un gros minimum, je pense quand même, parce que là, à mon avis, Jean-Philippe minimise un peu. Un peu optimiste. Ouais, non, parce qu'il faut quand même rappeler que le trek, c'est d'abord un terrain qui est très difficile, en fait, parce que c'est du sable qui est souvent assez mou. Il y a quelques passages un peu justement dans les labyrinthes où on a un peu plus d'appui, etc.
mais globalement c'est un terrain qui est très fatigant et où le sol ne répond pas bien, donc ça fatigue beaucoup, énormément, ça fatigue vraiment énormément. C'est quand même en autonomie alimentaire, donc il y a juste des points, des CP où on récupère 3 litres d'eau à chaque fois, tous les 20-25 km. Donc voilà, c'est ça. Et donc du coup, le sac est lourd également quand même, parce qu'il faut quand même transporter tout ce dont on a besoin pour au minimum 40-48 heures de course, donc c'est quand même le poids du sac est relativement important à comparer avec celui du marathon des sables, mais enfin on part finalement sur le trek, on a rarement moins de 6-7 kilos dans le dos, donc ça voilà, donc sur un sol comme ça, typiquement en courir, on peut quasiment abandonner l'idée assez vite. C'est quasiment une épreuve de marche en fait, mais c'est pas pour ça que c'est des marches sportives. Des marches très sportives et voilà. Et puis surtout, surtout sur la deuxième édition, il y a eu des conditions météo un peu caniculaires, de folie, quand même. C'était. Pour compléter ce que tu dis, les vainqueurs des éditions, on va dire normales, avec une température normale, j'accepte la deuxième édition, qui était caniculaire, ils sont sur des moyennes de 7 km/h. Donc cette moyenne de 7 km/h, 30 heures pour les 180 km, je crois que ça fait 7 ou 6 et quelques, ça nécessite quand même de courir un petit peu et ils ne s'arrêtent effectivement pas beaucoup, ils sont des repos très courts. Très peu. Donc ça c'est effectivement, on parle de l'élite, on parle de coureurs qui terminent dans les 10 premiers des Templiers par exemple. Après effectivement l'ensemble des coureurs font plutôt 45 heures, 50 heures, 60 heures. Et on a mis des barrières horaires effectivement très, très larges. Ça veut dire que c'est à ce titre que c'est difficile, comme tu l'as dit, mais en même temps, on a le temps de le faire. Sur cette fameuse deuxième édition, on était quand même, au bout de 40 km, on était 3 aux barrières horaires. Il faut savoir que depuis, il y a eu une troisième édition, et cette troisième édition, il y a eu quelques petits correctifs. Donc aujourd'hui, la barrière horaire finale, c'est 72 heures. Elle était de 65. Elle était de 65 quand tu l'as fait. Et puis les deux PC, le PC1 et le PC2, avaient effectivement des barrières horaires un petit peu sport, puisque ces deux PC devaient bouger et devaient aller devenir le PC7, PC8. Donc avec le delta des premiers coureurs, du delta horaire entre les premiers coureurs qui cavalent pour arriver au PC et le PC2 qui devait attendre les derniers arrivants, j'avais un petit problème de timing. Donc ça a été corrigé sur l'édition 3, où le PC2 ne bouge plus, donc il a largement le temps d'attendre les coureurs, et au PC2, on n'a plus de problème de barrière horaire ou de gens qui peuvent être un petit peu limites sur le timing. Bon, voilà, ça fait partie des choses qu'on a corrigées. Donc effectivement, c'est difficile, mais c'est accessible. C'est toujours le même slogan. Voilà, c'est dur, mais c'est accessible. Moi, après, sur le trail, notamment la deuxième édition, ce qui rendait l'épreuve tout à fait particulière et tout à fait au-delà même de la difficulté extrême de la course, c'était aussi le voyage qui était quand même en lui-même aussi une épreuve quasiment, puisqu'on avait pris l'avion à Paris, on avait atterri à N'Djamena, et ensuite il y avait quand même eu 36 heures de bus et de 4x4 pour arriver sur place, donc c'est vrai que c'était également on n'arrivait pas indemne au départ. En fait, t'as fait la plus dure. Des trois éditions du Trek, t'as fait la plus dure. Parce que ça aussi, ça a été corrigé. Quand j'ai corrigé, c'est que maintenant, on a un vol direct qui va de N'Djamena à Fada. Et donc, au lieu d'avoir effectivement les 25-30 heures de 4x4, en fait, t'as 1h50 de vol militaire avec avec tout un équipage. Enfin voilà, on est assez vite dans le désert. Oula, là tu viens de redescendre dans le classement des plus durs. Non mais maintenant on n'est pas dans la course. Là on est dans les préparatifs. On est dans les prémices de la course. Et effectivement, là c'était l'ensemble de ces conditions-là qui avait rendu la deuxième édition, à mon avis, collector en termes de difficulté. Effectivement. Le vainqueur était en 43 heures à peu près, donc
Après, je sais pas si le parcours était pas un peu plus long aussi que sur la première, mais bon. Il y avait un petit... Oui, il a été rallongé un petit peu, puisque vous êtes passé par au-dessus de la Guelta. Ça prenait juste 6 ou 7 heures de plus. Non, mais on a tous, de toute façon, cette situation. Pour ma part, j'ai fait la Diagonale des Fous en 2014, c'était la plus longue édition. Ah, oui, on est mal tombé. On est mal tombé, c'est ça qu'on peut se dire aujourd'hui. Non, l'idée du trek, c'est vraiment de faire un voyage. Et tu me demandais le profil, finalement, le profil, c'est un profil de coureur, d'ultra-trail, de voyageur, de quelqu'un qui a envie d'être immergé dans un environnement totalement inhabituel pour lui, avec effectivement cette rusticité, mais aussi ce partage et cette, et se retrouver dans un environnement vraiment complètement inhabituel. Le slogan, c'est courir là où le temps s'est arrêté. Le slogan de la course, je crois qu'on peut clairement dire que on est dans un autre monde. Et donc, toutes ces conditions, on dira pas la plus difficile, mais on pourra dire la plus aventure, la plus authentique, parce qu'effectivement, il y a des spécificités qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent dans les courses, les courses que l'on propose. Non, puis alors, ce qui est aussi une particularité quand même du trail, et ce qui justifie aussi pleinement de s'engager dans l'aventure, c'est quand même que c'est la beauté des paysages, quoi, parce qu'on a vraiment, là pour le coup, on est plongé dans un endroit où effectivement le temps semble parfois s'être arrêté, mais c'est quand même des paysages vraiment fabuleux, avec des arches minérales de 60 mètres de haut, des sculptures naturelles qui sont vraiment très très impressionnantes, et ça c'est un environnement qui marque quand même. Et d'ailleurs vous appuyez vachement votre communication sur les visuels, sur les vidéos, les visuels, les photos, tout à fait. Et vraiment un voyage. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que c'est une des courses les plus difficiles. C'est plutôt ça qu'on pourrait dire. Il y en a d'autres qui sont également très difficiles. Par contre, elle est probablement unique en ce moment dans son genre, et c'est à ce titre que effectivement elle mérite d'être faite comme l'ensemble des courses qu'on a citées jusqu'à présent. Alors toi qui es en relation directe avec les coureurs, alors toi tu vas pas prendre le départ en tant que participant. Comment sont les coureurs avant et puis après la course? Est-ce qu'il y a des... ils sont transformés, c'est clair. Alors, au début, ils sont à la fois prêts, ils ont hâte de partir. Ils ont vraiment hâte de partir. Ils sont déjà dans l'environnement. Le fait d'arriver au village fait que tu es déjà dans l'environnement, donc tu vois des choses assez exceptionnelles. Et donc, tu as envie d'aller voir à l'intérieur de l'Enedi qu'est-ce qu'il y a comme autre beauté. Le départ, c'est un peu teasing. Voilà, ils ont mentalisé, ils ont vu toutes les photos, et donc ils ont hâte de partir. En même temps, pour certains, ils ont une petite angoisse pour la navigation. C'est-à-dire que certains n'ont pas forcément l'aisance du GPS que l'on pourrait avoir. Donc est-ce que ça va bien se passer? Donc tout le début de la course, c'est un petit peu se familiariser avec le GPS. Et puis il y a un peu l'inconnu, c'est-à-dire qu'un certain nombre de coureurs, surtout sur la dernière édition, elles se demandent est-ce que je vais y arriver. Il y a cette incertitude que l'on retrouve dans beaucoup d'ultra-trail. Ils savent qu'ils peuvent y arriver, mais les conditions, ils découvrent. Donc il y a ce mélange de choses. Ils ont envie de vivre des émotions. Donc il y a un côté, ils s'encouragent les uns les autres. Ils partent en groupe, et puis après au fil des moments, ils se regroupent en tant que coureurs. Donc je crois que c'est une ambiance classique avec mais une dose d'aventure et des spécificités comme on vient de le citer. D'accord. Et une fois qu'ils ont terminé la course, c'est plus jamais, ou waouh, c'était génial, ou c'est un mélange de tout? C'était génial dans le résumé et qui est diffusé actuellement sur les réseaux sociaux. Ils sont effectivement tous scotchés et bluffés par les paysages qu'ils ont rencontrés. Unanimement, ils considèrent que c'est la course la plus belle qu'ils ont faite. Alors, ils disent pas la plus difficile, ils disent la plus belle. Certains peuvent dire la plus difficile parce qu'effectivement, ils ont été obligés de s'employer ou par rapport à leur propre expérience. C'est ce qu'ils ont fait de plus difficile. Mais est-ce que c'est la plus difficile? Non, et puis effectivement, ils sont assez transformés parce que on a essayé de mettre tous les ingrédients. Il y a des ingrédients de voyage, il y a des ingrédients donc de course, il y a des ingrédients de situation, de partage. On est tous ensemble sur un bivouac. Ils peuvent participer à l'événement avec leurs accompagnants.
donc les accompagnants qui ne courent pas, qui sont leurs supporters, et ces supporters sont pris en charge par l'organisation et on les emmène sur les différents PC. Donc c'est assez différent de ce qui peut être proposé sur d'autres événements. On parlait du Marathon des Sables où les accompagnants sont finalement pas dans l'événement. Donc il y a tout un ensemble de détails et de points qui rendent l'événement particulier et spécifique. Et donc très peu de coureurs reviennent moyennement satisfaits. Voilà. Le plus difficile, j'aurais tendance à dire, c'est de les convaincre de venir. Voilà, c'est ça notre difficulté majeure. Oui, parce que ça reste au Tchad, en fait. Voilà, et donc dans l'inconscient collectif, on parlait d'inconscient collectif sur les courses les plus dures, il y a des choses qui datent de l'histoire. Hein, comme tu dis, le Marathon des Sables, ça fait 30 ans que ça existe, donc il y a un certain nombre de choses qui se sont ancrées dans l'esprit des uns des autres. Sur l'ensemble, sur la géopolitique internationale, il se passe la même chose. Il y a des pays qui ont des crédits hyper positifs dus à l'histoire, bien que leurs conditions de sécurité soient relativement moyennes, et puis il y a des pays qui ont un crédit sécurité très négatif, probablement à juste titre, mais sur des choses qui datent de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Et donc il faut remonter un petit peu la pente. On constate aussi la difficulté, les coureurs, les ultra-trailers sont dans leur monde, ils accrochent assez bien à l'événement, ils ont envie de le faire, sauf que quand ils en parlent à leur entourage, et à leur épouse, quand ils ont le choix d'aller faire une course au Grand Canyon aux États-Unis ou dans l'Ennedi au Tchad, je crois que la réponse est assez classique. Elle est due un petit peu à l'ignorance, c'est-à-dire qu'on sait tous ce que c'est que le Grand Canyon. On sait que c'est sympa, on sait que c'est joli, personne ne connaît l'Ennedi et tout le monde connaît le Tchad comme un pays instable d'il y a 30 ans. Donc voilà, donc la difficulté principale, c'est de renverser ces tendances. Alors tous les coureurs qui y ont été, je pense que Sylvain, tu ne me contrediras pas, peuvent que constater que les conditions de sécurité sont requises et sont même très importantes. Alors il y a la sécurité médicale, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a la sécurité aussi des personnes. Et la façon dont on l'organise permet de garantir une sécurité à minima équivalente à ce qui se fait dans l'ensemble des autres courses du monde. D'accord. Toi, en tant que coureur, ou parce que tu cours aussi, et même en tant qu'organisateur, c'est quoi la course la plus dure du monde finalement ? Justement, je n'ai pas de course pour moi la plus dure du monde. J'ai la course la plus difficile que j'ai faite moi, en l'occurrence c'est la Diagonale des Fous, qui m'a demandé de m'employer avec 3 nuits blanches quasiment. Donc voilà, j'ai ma course la plus difficile, mais je ne pense pas pouvoir dire que c'est la plus dure du monde. En ce moment, il y a aussi eu des débats récemment sur la Barclay, sur le Terminorum qui est la déclinaison. Alors est-ce que c'est la plus dure puisque finalement très peu de gens l'ont terminé. Alors là après, je trouve est-ce que c'est une course ? Typiquement, c'est relativement artificiel parce que finalement, c'est la barrière horaire c'est la barrière horaire qui fait que. Et puis même si le parcours est compliqué, c'est plus vraiment une course parce que là, pour le coup, il y a l'orientation pure. Bon, du coup, donc ça rend le pari impossible, mais c'est pas forcément dur en soi. Et puis donc voilà, donc moi je n'ai pas de course la plus dure du monde. Je pense qu'il y a des courses qui font rêver, et c'est un petit peu ça qui je pense est important. C'est il faut faire les courses dont on rêve en essayant de faire abstraction d'un certain nombre d'autres paramètres. Dont la difficulté est un paramètre. C'est-à-dire que si on a envie de faire une course difficile, il faut la faire, qu'elle soit très difficile, moyennement un peu préparé quand même. Non, mais il faut la faire, c'est-à-dire qu'après il faut se préparer mentalement pour dire je vais la faire. Voilà. Mais c'est difficile de répondre à ta question. La question est déjà difficile. Voilà, exactement. Puis en plus, il y a quand même un paramètre à prendre en compte. On l'a soulevé tout à l'heure avec la deuxième édition du Tchad, du Trek au Tchad. C'est le paramètre climatique. C'est-à-dire d'une édition à l'autre, on peut avoir des difficultés qui peuvent être complètement différentes. Exactement. On parlait de l'UTMB qui devient facile. Il y a des éditions où on a dû raccourcir en 2012. En 2012. D'ailleurs, la légende de l'UTMB s'est aussi bâtie sur la première édition où il y a eu des conditions climatiques très difficiles. Mais bon, à l'époque, c'était pas annulé ni raccourci, etc. Ce qui fait que là aussi, il y a eu très très peu d'arrivants. Et ça a beaucoup contribué à bâtir tout de suite la légende de l'UTMB. Dès la première édition, on s'est dit, oh là,
cette course-là elle est super dure puisque ils étaient 600 au départ, 50 à l'arrivée. Donc du coup, voilà, j'ai envie de la faire pour me dire, moi j'ai réussi. Ouais. Et finalement, bon, il y a eu des éditions avec des conditions climatiques très faciles entre guillemets, qui nous permettaient de finir plus aisément. Avec des records du coup sur la course en termes de aussi, chrono. Ouais, Voilà. en termes de chrono. Bon, même si là les chronos sur les TMB ça a quand même pas mal évolué et puis effectivement le niveau de la compétition pour le coup a quand même pas mal changé. Même si bon les premières éditions n'étaient pas non plus ça courait déjà quand même assez vite devant, mais là il y a une densité qui est sans doute beaucoup plus importante maintenant. Après, bon, c'est vrai que la course la plus dure du monde, je pense que c'est pour chacun quasiment celle où on a eu plus de difficultés, peut-être aussi, ouais. Tout à fait. Mais je pense que c'est quand même aussi celle où on a eu le plus de difficultés à terminer, et puis voilà, donc je sais pas pour Greg. Pas terminé. Voilà aussi, hein, pour Greg c'est l'UTMB puisqu'il l'a. Ah bah moi je l'ai pas encore fait. J'ai fait les 20 premiers kilomètres, donc on verra ce que ça donne pour moi cette année. Mais oui, pour le moment, je me serai l'UTMB. Ouais, je voudrais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que déjà, je pense aussi que pour pouvoir qualifier les courses les plus dures du monde, la course la plus dure du monde, ou en tout cas pouvoir faire un petit peu un panel, j'aurais tendance à dire qu'il faut déjà les courir. C'est-à-dire que j'ai constaté au niveau des trailers que finalement on refaisait souvent un peu les mêmes courses, alors que moi, en tant que coureur, j'essaye d'ouvrir au maximum, c'est-à-dire de faire des courses totalement différentes, et puis comme ça on peut effectivement avoir une sorte de benchmark, on peut se dire celle-ci elle est difficile de tel type, et puis on peut après faire une hiérarchie. Mais il est vrai que quand je vois beaucoup de coureurs qui refont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même course, on parlait du marathon des sables, c'est assez symptomatique, alors qu'il y a d'autres événements et d'autres courses justement qui sont comparables, qui peuvent être comment dirais-je, un petit peu du même type, parce que fréquemment il y a des gens qui préfèrent faire que des courses montagne, il y en a d'autres qui sont fans de désert, et moi je prône le plus souvent possible de dire essayez toutes les courses, faites toutes les courses. Quelqu'un qui vient faire le trail et qui va en faire une deuxième, une troisième après, ça me pose pas de problème. Mais quelqu'un qui vient pas faire le trail parce qu'il refait 4 fois le marathon des sables, ça me pose un peu plus de problème, parce que j'ai tendance à leur dire ouvrez-vous, justement pour pouvoir dire, pour pouvoir parler des courses et dire quelle est la plus difficile, et de pouvoir transmettre, parce qu'il y a aussi ça dans la psychologie du coureur, c'est de pouvoir transmettre, de dire voilà, j'ai fait cette course, tu devrais la faire, elle est sympa, elle est difficile, et puis tu donnes tes petites astuces. On parlait de l'UTMB, on peut te donner quelques astuces tous les deux. Je suis preneur. C'est une blague, je rebondis parce que j'ai vu qu'il pouvait gagner, donc je rebondis dessus. Je me serais pas permis tout ça. Tu peux. Donc voilà, oui, faites le maximum de courses pour pouvoir faire votre... C'était toute la difficulté de toute façon de donner une liste, hein. Elle reste très indicative. Effectivement, elle était, enfin la liste que j'avais donnée sur Athletic Run, elle était quand même aussi basée pas mal sur mon expérience personnelle, puisqu'il y a effectivement des courses très dures que je n'ai pas courues, donc après là pour le coup c'est juste de la réputation, mais bon, comme j'en ai quand même couru quelques-unes, j'ai pu constater, effectivement, c'est des degrés de difficulté qui sont différents, des conditions climatiques qui sont très différentes, hein, entre la chaleur désertique du trail, une chaleur tropicale à La Réunion ou en Guadeloupe, en Martinique, c'est des choses qui sont très différentes et qui se vivent aussi différemment d'un corps à l'autre. Donc voilà, le problème est vaste, mais ça fera toujours rêver les gens. Même le qualificatif de la course la plus dure du monde, même si c'est pas vrai. Voilà. Bon, en général, ça, c'est quand même des courses qui sont difficiles, effectivement, qui sont pas des promenades de santé, même si bon, l'article sur le blog, j'ai terminé par le 800 mètres, qui est effectivement une course très difficile. Moi j'ai participé aux 5 km de l'Oxytrail la semaine dernière. Les jambes, elles étaient plus là sur le dernier kilomètre, c'était dur, voilà. Oxydé à fond, voilà. Bon, finalement, on n'a pas vraiment de réponse, même si on a trouvé quelques pistes de réflexion. Finalement, on va écouter un peu les conseils de Jean-Philippe, hein, c'est finalement de toutes les courir, et puis on fera le classement par la suite. N'hésitez pas du coup à nous faire partager votre expérience. Quelle est la course la plus dure du monde? Réagissez sur les réseaux sociaux d'Athletic Run. Jean-Philippe, merci d'être venu et d'avoir présenté le trail et ton avis sur la question. La prochaine édition, c'est du 28 janvier au 5 février 2018, en période de pleine lune. Et voilà, donc
ça sera en plein hiver pour nous, et là-bas on sera en plein été. Avec des records de canicule? C'est difficilement prévisible, mais normalement il fera espère, une bonne température. Bonne température, ça fait toujours du bien. Ouais. Non, j'espère le maximum de concurrents. On a déjà pas mal d'étrangers, probablement un japonais, une bonne équipe de Belges, l'ambiance sera bonne, des Suisses aussi, bien sûr, et puis une majorité de Français. Donc, j'ai oublié de dire que c'était international. Ouais, exactement. Pour les Suisses et les Belges, il faut leur dire le chocolat. Il ne faut pas l'amener. Non. Ah oui. De toute façon, on vous met le lien sur le site pour vous inscrire directement au TREG. Bah écoute, merci à toi de nous avoir encore éclairé sur tes expériences pour savoir à quelle course il faut s'inscrire ou pas. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast d'Athletic Run. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux d'Athletic Run, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et puis, tout simplement, bon entraînement et à très vite. Allez, salut les runners. À bientôt. Ciao.